Léonie Battia, dite Arletty, née à Courbevoie en 1898, mort à Paris en 1992. Comme la plupart des vedettes du music-hall et du théâtre, Arletty débute au cinéma grâce à l'heureux avènement du parlant en 1930. La douceur d'aimer, son premier film, est un échec, mais Un chien qui rapporte, en 1931, dessine déjà un portrait saisissant de sa personnalité. Suivent Pension Mimosa de Jacques Feder, Messieurs les ronds de cuir d'Yves Mirande et 3 films de et avec Sacha Guitry, Faisons un rêve, Les perles de la couronne et surtout Désiré en 1937. Son franc-parler, sa bonne humeur font merveille, mais c'est Hôtel du Nord en 1938 qui la révèle véritablement avec des dialogues de l'ami Janson. Et Le jour se lève, Les visiteurs du soir en 1942, Les enfants du paradis, Inoubliable Garance de Marcel Carné et Jacques Prévert la font entrer dans la légende. Au théâtre, la comédienne s'est illustrée principalement dans Fric-Frac, Un tramway nommé Désir, Un otage, Les monstres sacrés. Arletty est tout, a écrit Marcel Carné. À la fois la gouaille de Paris et la distinction, la drôlerie et la tendresse, le rire et l'émotion. Propos recueillis en août 1988, enregistrement par nos soins en août 2024. Texte intégral. Comment êtes-vous venu au cinéma ? Avant tout, je dois préciser que mon vrai métier, et par là même ma formation première, a toujours été le théâtre. Au temps du muet, le cinéma m'intéressait uniquement comme spectatrice. À ce moment-là, je m'occupais davantage de mes activités sur scène. Aviez-vous des idoles ? Vous savez, je n'idolâtre personne. Mon caractère est entier. J'aime ou je n'aime pas, tout simplement. Je peux dire seulement que Garbeau et le mythe qui l'accompagnait impressionnaient favorablement le public. Moi-même, je n'y étais pas insensible. Garbeau est à coup sûr la plus grande beauté du cinéma. Son allure était sans doute un peu trop garçonne, mais le visage était superbe. Il n'y a qu'un seul homme dans ma vie à qui j'ai tenu à demander un autographe. C'est Walt Disney. Avec ses dessins animés, il représentait pour moi le monde de la féerie. D'où vous vient votre patronyme ? Mon vrai prénom est Léonie, mais j'ai choisi Arlette, l'héroïne de Maupassant dans Montoriol, qui est mon livre préféré. En fait, je voulais m'appeler Victoire de la Marne. Pour mes rôles de petite femme, Arletty convenait mieux. Tout cela, en réalité, je m'en fichais pas mal. Je pensais que je ne resterais pas plus de 6 mois dans la revue. J'aurais donc bien pu m'appeler Nini Patte en l'air. D'ailleurs, en parlant de Piaf, on dit souvent la môme Piaf. Moi, je préfère le moineau. Cela la définit beaucoup mieux. Le parlant a changé le cinéma. Lorsque le parlant est arrivé, les producteurs ont immédiatement recruté dans le cercle bien précis du milieu théâtral. Leur préférence allait aux acteurs qui parlaient. Avant, ce n'était pas la peine. Et je me suis laissé tenter, comme beaucoup d'autres de mes camarades, par cette nouvelle forme d'expression. Mon premier film a été La douceur d'aimer, avec Victor Boucher. Quelle catastrophe, je m'y trouvais si laide. On ne m'y reprendra plus, me suis-je dit. Pour moi, Victor Boucher demeure l'honneur de notre profession. De cet immense acteur, je garde le meilleur souvenir. Mais il faut reconnaître qu'il n'était pas attiré par le cinéma. La scène l'a davantage accaparé. 1 an plus tard, j'ai eu de la chance de tourner un bon sujet, Un chien qui rapporte, avec René Lefebvre, très en vogue depuis Le Million de René Clair. Ensuite, vous tournez La guerre des valses en Allemagne. Oui, en double version, la vedette de l'allemande était Renate Müller, brillante artiste qui s'est suicidée peu de temps après. Réalisateur renommé, Ludwig Berger nous dirigeait avec une poigne de fer et je trouve qu'il s'agit là d'un beau film sur la musique des Strauss. Fernand Gravet, encore à l'aube de ses succès, était notre sympathique jeune premier. Sa carrière fut l'une des plus réussies et des plus durables. Je me rappelle qu'il parlait l'anglais comme le français, et ce côté polyglotte lui a servi puisque la guerre des valses l'a certainement fait choisir à Hollywood pour toute la ville danse. Mais dès que l'on se met à évoquer l'Amérique, automatiquement je pense à Maurice Chevalier. Celui qui a percé le mieux là-bas, c'est incontestablement lui. Son canotier était légendaire dans le monde entier. D'ailleurs, à travers les années, il n'existe pas de plus grand représentant pour ce qui est de la France et surtout de Paris. De plus, son accent était inné. Maurice restera unique. Lors du tournage de La guerre des valses, avez-vous assisté aux événements politiques de 1933 ?
En ce qui concerne l'organisation du travail dans les studios, les Allemands étaient les rois de l'ordre. À Berlin, capitale incontestée du cinéma européen au début du parlant, je n'ai pas assisté à des troubles particuliers. Souvent, nous voyions Goebbels qui avait une petite amie dans les studios. Nous remarquions également que les enfants de 5 ou 6 ans étaient habillés en petits hitlériens, mais nous ne présagions pas ce qui allait arriver par la suite. La politique, de toute façon, ne m'intéressait pas. Vous faites une apparition saisissante dans Les perles de la couronne de Sacha Guitry. Vous en souvenez-vous? Oui, en reine d'Éthiopie, un boa autour du cou, avec Guitry, un tournage se transformait toujours en partie de plaisir. Également avec lui, Désiré était assez réussi. Pauline Carton était la cuisinière. Quelle nature celle-là! Elle avait une mémoire d'éléphant, enrichie d'un esprit très rare. À ce sujet, saviez-vous que Sacha l'envoyait très souvent à la Bibliothèque nationale? Il la chargeait aussi de missions de confiance, en particulier d'aller voir les pièces des autres. Ensuite, par point, elle lui faisait son compte-rendu détaillé. C'est ainsi qu'il recrutait les acteurs et se tenait au courant de tout. J'ajoute que Pauline était d'un niveau supérieur, tant au niveau culturel qu'intellectuel. Trop souvent, elle était cantonnée dans les rôles de bonne. Peut-être avait-elle l'âme d'un premier rôle, sans en avoir malgré tout l'aspect. Vous avez rencontré Marcel Carné, le futur metteur en scène des Enfants du Paradis, sur le plateau de Pension Mimosa. Ce film réalisé par Jacques Feder était d'une construction et d'une technique formidables. Carné était alors son premier assistant. Notre amitié a commencé effectivement dès ce tournage où je jouais le rôle incroyable d'une parachutiste. Peu de temps après, Carné est parti, grâce au fabuleux succès de Jenny, son premier film. On a souvent parlé du caractère de Carné. Il faudrait savoir à qui cela s'adresse. Je n'ai eu ni bagarre ni discussion avec lui. J'étais là pour faire mon travail et le reste je m'en tapais complètement. Je peux même dire que je n'ai eu qu'à me louer de son humeur. Comme Karajan, Marcel est un grand chef d'orchestre qui sait parfaitement ce qu'il faut faire avec ses artistes. Janson vous a écrit un très beau rôle dans Hôtel du Nord. Enlevez les dialogues de M. Janson dans chacun de ses films et regardez ce qui reste. Chaque réplique montre son génie. On a reproché à Janson son acidité. Elle a peut-être été à l'origine de sa valeur. Ses nombreuses trouvailles en font un esprit unique. Votre personnage, comme celui de Louis Jouvet, était même devenu plus important que le couple Annabella-Jean-Pierre Aumont. Janson n'avait pas le goût des amoureux. Les séquences entre Annabella et Jean-Pierre Aumont ont été tournées à part des nôtres. Moi-même, je n'avais qu'une courte scène avec Annabella, celle de la chambre. Et je dois dire sa grande élégance, car elle aurait pu marquer une quelconque mauvaise humeur. Or, pas du tout, nous avons fait notre travail normalement, sans amertume et même avec des sourires. Il est vrai qu'elle vivait à ce moment-là une histoire plus belle encore, puisqu'elle est repartie tout de suite à Hollywood pour épouser Tyrone Power. Parlons de Jacques Prévert. Je souhaite à toutes les femmes, à toutes les actrices de pouvoir rencontrer un Prévert, un jour dans leur vie. Il est le grand poète de l'écran, reconnu d'ailleurs à l'échelle internationale. Quelle était sa qualité première? Le cœur. Son frère Pierre et lui s'entendaient à merveille. Aucune jalousie entre eux, jamais, mais une tendresse profonde et constante. À regarder certaines photographies, on remarque une sorte de tristesse sur son visage. À la place de la tristesse, je dirais plutôt mélancolie. Pierre était d'une nature plus gaie que lui. En fait, tous deux se complétaient très bien. Le mot qui me vient tout de suite à l'esprit pour qualifier Jacques, c'est authentique. Il n'était pas fabriqué, ni salonnard, mais vraiment tout simplement. Pourquoi n'a-t-il jamais été lui-même metteur en scène? Ce n'était pas dans sa nature et de toute façon il n'aimait pas voir tourner. Il était d'une discrétion formidable et jamais il n'aurait voulu gêner les acteurs. Son style d'écriture est très particulier. Son émotion était légère dans ce sens où il ne faisait pas la dramatique dure. C'était très fort de situer les visiteurs du soir et les enfants du paradis dans une autre époque, le Moyen-Âge. Dans le premier, le 19e siècle, avec son boulevard du crime. Dans le second, il pouvait ainsi dire tout ce qu'il voulait. Nous étions sous l'occupation. Peut-on dire qu'il a écrit le rôle de Garance spécialement pour vous? Pas spécialement pour moi, pour tous. Prenez Marcel Hérand en Lacenaire, il est épatant. À travers chaque personnage, chaque phrase, on sent que Prévert aimait les acteurs.
Et s'il lui arrivait d'écrire en fonction de quelqu'un, c'était aussi parce qu'il savait très bien ce que l'acteur en question allait en faire. Voilà son génie. Votre personnage dans Les Visiteurs est très ambigu. C'était un rôle qui répondait à ma nature, Jacques l'avait remarqué. Il a eu en outre le génie de l'appeler Dominique, un prénom multiforme. Je devais aussi jouer un autre rôle équivoque, celui du chevalier Déon. Rému devait être mon précepteur. Mais c'était la guerre et la Continentale se chargeaient de financer le film. Rému avait déjà joué chez eux, les inconnus dans la maison, moi je ne voulais pas. Un mot sur vos ennuis à la Libération ? Ceux qui peuvent se permettre de parler d'un sujet pareil, ce sont surtout les infirmes, les sans-bras, les aveugles, en somme tous ceux qui ont souffert de la guerre. Moi, je suis contre la guerre, contre les guerres, contre même toute notion d'armée ou d'uniforme. Je ne fais qu'une exception pour les pompiers, car leur devise est sauver ou périr. Vous avez créé un tramway nommé Désir sur Seine à Paris. C'était une entrée après une sortie dramatique. J'avais accepté de remonter sur les planches, à condition que ce soit une tragédie. La guerre était passée par là. Jouer cette pièce, c'était comme une gageure. Après tous mes rôles de péripapéticienne de mes débuts, je jouais désormais la tragédie. Parmi vos meilleurs souvenirs de camaraderie, qui se détache tout spécialement ? Henri Garat était un copain adorable. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de succès que lui. À son passage, les policiers étaient obligés de barrer les rues. Et pendant ce temps, il en profitait pour se faufiler en cachette par une porte à la dérobée. Aux bouffes parisiennes, sa loge était mitoyenne de la mienne. À loisir, je pouvais donc voir ses subterfuges qui m'amusaient terriblement. Lui, au moins, n'était pas cabot. De plus, il pouvait se montrer, s'il le voulait, excellent acteur. Après de tels triomphes, sa fin a été si triste, si cruelle. Oublié, il a essayé en premier lieu de prendre un petit restaurant, mais ce recyclage n'a pas marché. Puis, en désespoir de cause, il a vendu les jouets. Le sort s'est acharné de nouveau, et en se battant avec un type pour une obscure histoire de jeu, il eut dans la lutte un œil crevé. Finalement, avec l'aide de plusieurs comédiens, nous nous sommes occupés de lui. N'oublions pas, pourtant, que le Congrès s'amuse avec Liliane Harvey a connu un succès international lors de sa sortie. Garat est un type épatant. Cependant, mon meilleur ami, dans la vie et sur scène, a été Dranem. Et toute mon estime va à Victoire Boucher. Et Gaby Morlet. Elle avait une voix resplendissante, on l'appelait simplement pour le plaisir de l'entendre dire « Allô !» Gaby avait acquis une situation énorme dans le monde entier, et j'ajoute que ce n'était que justice. Si un jeune acteur vient vous voir, que lui conseillez-vous ? Naturellement, j'ai l'habitude d'en recevoir souvent. Mais en fait, qu'est-ce qui compte, au théâtre comme au cinéma, sinon la voix ? Rému est passé de la scène à l'écran grâce à la sienne, et pour Fernandel, la même chose s'est produite. Le plus beau type du monde, même s'il a du génie, ne réussira pas sans cela. Votre chanson, comme de bien entendu, est connue de tous les publics. Comme j'ai fait de la revue Chanter pour moi est plus une façon de parler que du vrai chant, mais là encore, et je ne parle pas spécialement de mon cas, la voix a une importance primordiale. Prenez le cas de Carrette. Le public ignore qu'il avait obtenu un 2e prix de tragédie et de ce fait avait été engagé à l'Odéon. Paradoxalement, vous pouvez toujours courir pour trouver un comique comme lui. En dehors de son métier, il passait son temps à relever les fresques des cathédrales. Mais d'un naturel assez mystérieux, il n'en parlait jamais. À son sujet, mon intuition me porte à croire que dans 50 ans, les gens ne remarqueront plus ceux qui jouaient auprès de lui. Ils verront Carrette uniquement. Jean Tissier aussi pouvait tout jouer. Il avait pris l'habitude d'une certaine nonchalance, mais il aurait pu interpréter n'importe quoi. Quant à Rému, il est au-dessus de tout. Voilà un personnage extraordinaire. Vous comprenez, il aurait été un ambassadeur, il aurait eu du succès, il aurait été boucher, c'est pareil. Dans la vie courante, il était l'homme le mieux habillé de tous les acteurs. C'est pourquoi il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Au sujet de la voix et du jeu en général, on recherche davantage le naturel aujourd'hui. La nuance n'est pourtant pas bien importante. Tout n'est-il pas fonction de goût et de mode ? L'acteur qui joue naturel, s'il avait le don d'être surnaturel, je lui tirerais mon chapeau. Je sais que maintenant, le genre est au dépouillement. Pourquoi pas ? Qu'en y a-t-il du talent après tout ? Un film comme Gibier de potence n'est-il pas trop méconnu ?
Je le regrette car c'est un très joli film qui faisait preuve d'une certaine originalité dans le traitement du scénario, écrit par Jean-Louis Curtis. Mon rôle aurait très bien pu convenir à une grande star américaine, et George Marshall y était si beau. En revanche, Atmosphère est célèbre dans le monde entier. Ce n'est absolument pas dans le livre de Daby, je le sais, je l'ai assez épluché pour ça. Voilà l'un des exemples types des merveilleuses inventions de Janson. Une autre réplique m'amuse, celle de certains l'aiment chaud, et le Nobody's Perfect adressé à Jack Lemmon, travesti et la fleur à la bouche. Cette répartie est d'une telle drôlerie. Votre personnage de Garance compte parmi les plus beaux portraits de femmes. Le considérez-vous également comme tel ? Sans doute, et il ne pouvait en être autrement puisqu'il a été écrit par Prévert. La ravissante Scarlett d'Autant en emporte le vent, interprétée par Vivienne Leigh, est aussi un beau personnage. Est-ce vrai qu'à une question sur votre secret de jeunesse, vous avez répondu « la bonne conscience ». Oui, et je continue à le dire, il n'existe pas de meilleure crème. Quand on se couche tous les soirs avec l'idée de cette conduite comme une vraie dégueulasse, la vie ne doit pas vous paraître bien drôle.